Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à ce dernier talk de la journée. Et je vais vous parler des bases de données, mais plutôt de comment les visualiser et qu'est-ce que j'ai pu faire avec. Mais avant de commencer ce talk, je vous propose de faire un petit peu connaissance. Donc je voudrais savoir qui est-ce qui travaille régulièrement avec une base de données. Ouais, bon, pas très surpris, beaucoup de monde. Mais surtout, quelle est la taille de votre base de données? Est-ce qu'elle fait plus que 10 tables, si vous pouvez lever la main? Plus que 30 tables? 100 tables? 300 tables? 1000 tables? Ok. On commence à réussir des grosses bases. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des ERD, Entity Relationship Diagram? Ouais. Deux hochements de tête, trois, ok, quelques-uns. Et parmi ceux qui en ont entendu parler, est-ce que vous les utilisez? Non. Pas trop de surprise là-dessus. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Loïc Nuchel, je suis Principal Engineer chez Doctolib. Du coup, dans ce talk, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire de comment j'ai été recruté chez Doctolib et pourquoi je fais un talk aujourd'hui à Sonitech. Donc Doctolib, j'imagine que tout le monde connaît, c'est une application pour prendre rendez-vous chez un médecin, en tout cas du point de vue des patients. Mais surtout, c'est un monolithe Rails qui se base sur une base de données PostgreSQL. Et moi, avant de venir chez Doctolib, j'étais pas du tout dans ce monde-là. Moi, je faisais du Scala, c'est-à-dire programmation fonctionnelle, typage statique fort, domain-driven design. Et à chaque fois que je codais, j'essayais de faire du code le plus robuste possible. Rails, à côté de ça, c'est plutôt un langage, un framework orienté rapidité de développement. Et donc, ils ont énormément de conventions. Ils ont un motto convention over configuration. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu magiques grâce à ces conventions. Et surtout, il n'y a pas du tout de type en Rails. Et ils n'ont pas peur de mettre dans le langage et dans le framework ce qu'ils appellent des sharp knives, donc c'est-à-dire des choses un petit peu dangereuses qu'il faut utiliser avec précaution, mais ils font confiance aux développeurs pour bien les utiliser. Et ça, ce n'était pas vraiment mon monde à moi. Pour vous faire un peu une idée du choc culturel que j'ai un petit peu vécu, donc ça, c'est le code que j'ai l'habitude de manipuler, c'est-à-dire une classe avec des attributs qui sont eux-mêmes typés, voire même typés un peu plus fort, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une string en ID, on a un ID qui contient juste une string, ce qui permet de rendre des strings qui sont à peu près équivalentes incompatibles à ça, finalement. Donc ça, c'est un modèle Rails où on a un user, puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on voit qu'il y a une validation sur un first name qui doit être présent, mais on n'a aucune idée. Donc finalement, quand on travaille sur une application Rails, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on lance l'application, on exécute le code et on met un debugger pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la classe. Donc soit depuis l'application, soit depuis un test. Et donc on rentre en debug et puis là on inspecte les objets et on voit les attributs qu'il y a. Donc ça c'est pratique quand on est en dev. L'autre manière, c'est de regarder dans la base de données simplement les attributs. Parce que du coup, vu que le modèle ActiveRecord est un ORM basé directement sur la base, on a les mêmes attributs, les attributs qui sont dans la base se retrouvent dans le modèle. Et donc ici, en regardant le schéma.rb, on peut voir qu'on a quelques attributs. Et donc, en fait, moi, c'est ce que je faisais finalement très souvent chez Doctolib. Je voyais un modèle et j'allais regarder dans le schéma, alors c'était structure.sql, c'est une autre génération, mais comme ça. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça et de code finalement dans un talk sur la base de données? C'est finalement, la plupart de nos applications sont des applications crudes, create, read, update, delete. Et donc, c'est-à-dire que finalement, notre modèle de base de données se retrouve souvent dans nos modèles métiers. Et finalement, en fait, et c'est encore plus le cas quand on a un ORM comme ActiveRecord. Donc, pour vous donner un petit peu un cas concret d'à quoi ça ressemblait mon quotidien chez Doctolib, alors j'ai pas pu vous prendre du code de Doctolib, mais j'ai pris du code de GitLab, qui est aussi une grosse application Rails, donc du coup c'est assez similaire. Si on veut aller voir un peu à quoi ressemble une milestone, par exemple, en GitLab, on peut ouvrir le fichier qui est dans app model milestone, donc c'est le modèle milestone, et on voit que c'est une grosse classe qui fait un peu plus de 300 lignes de code, c'est un peu petit. Si on regarde un peu le début, finalement, on voit qu'il y a pas mal de choses. Et en fait, en débuguant un petit peu ou en inspectant le code, on voit qu'il y a probablement des attributs. Donc on voit un title, on voit un state, on voit un EEID, on voit un group ID. Donc on se dit ça doit être des attributs qui sont présents dans le modèle. Mais finalement, on n'a aucune certitude et surtout, on ne peut pas trop savoir s'il y en a d'autres en plus. Donc du coup, l'autre option, c'est d'aller voir structure.sql, parce que j'avais pas trop envie d'exécuter GitLab sur mon PC. Enfin, c'est probablement pas mal de setup à faire. Et donc du coup, je suis allé voir structure.sql, j'ai trouvé la table milestone, avec pas mal d'attributs, et effectivement, on retrouve les attributs qu'on attendait, mais aussi d'autres attributs comme la description HTML, et ainsi de suite.
Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est pour voir la structure d'un modèle. Très souvent, on ne bosse pas avec un modèle, mais avec une grappe d'objets et une grappe de modèles. Donc du coup, on va voir 2, 3, 4, 5, 10 tables, ce qui, dans la structure SQL, n'est pas très pratique. Juste pour vous donner une idée, le structure SQL de GitLab, il fait 33 000 lignes de code. Celui de Doctolib fait dans les 60 000 lignes de code. Et il y a 760 tables à l'intérieur. Chez Doctolib, il y en a plutôt 600. Donc c'est pas très évident de travailler avec ça, surtout quand on veut en mettre plusieurs en relation. Donc ça, c'est quelques ordres de grandeur. Donc sur des petits projets comme Ghostpeak, qui est un CFP, que c'est un projet perso de CFP que j'ai fait à 26, sur d'autres c'est un peu petit, mais dès qu'on passe sur des entreprises un peu plus matures, on voit 150, 600, 700, voire même 5000 pour JDE, qui est l'ERP de Oracle. Et donc, c'est vraiment pas pratique. En fait, dans la vraie vie, quand on travaille dans une entreprise un peu conséquente, ça ressemble un petit peu à ça, de chercher dans le modèle de données. On a plein de tables partout. Et encore ici, c'est une vue très, très optimiste parce qu'on n'a pas plein de relations dans tous les sens. On voit chaque table est reliée juste avec sélection à côté. Et puis surtout, il n'y a que 400 tables. Je me suis amusé à les compter. Donc finalement, c'est en fait bien pire que ça dans la vraie vie. Donc finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je ne peux pas continuer à copier-coller mes petits bouts de SQL pour les isoler. Je vais avoir besoin d'un outil. Donc, la première pensée qu'on peut avoir, c'est d'utiliser un data catalogue, donc un catalogue de données. Il se trouve que moi, je connais bien les data catalogues parce que j'en ai créé un en interne chez Criteo un peu avant, puis après, j'ai travaillé dans une startup qui éditait un data catalogue. Donc, c'est des outils qui permettent de lister toutes les données qu'on a dans l'entreprise, peu importe la base de données, et de les documenter. Donc, si on cherche data catalogue sur Google Images, ça donne ça. C'est pas hyper parlant. Et en vrai, les data catalogues ne sont pas vraiment faits pour ça. C'est plutôt orienté data gouvernance, c'est-à-dire que le Chief Data Officer puisse s'assurer que l'ensemble des données sont bien compliant avec les RGPD, ou orienté plutôt dans le monde Big Data, c'est-à-dire on va essayer de voir les flows de données, et donc avec le lignage de où vient une donnée, de quelle table, parce qu'en fait on a des tables au fur et à mesure dans le pipeline de données, et ainsi de suite. Mais du coup, ça ne correspond pas du tout à une table d'une application crude à explorer. L'autre point, c'est les Entity Relationship Diagrams, c'est-à-dire des diagrammes qui mappent des entités, les tables, avec des relations. Donc quand on cherche sur Google Images ERD, ça nous parle déjà vachement plus. On se dit, ok, là, je vois bien ma table là-dedans. Bon, alors à chaque fois, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de tables, entre 4 et 10, et qu'à chaque fois que les tables ont plutôt entre 3 et 6, 8 colonnes. C'est quand même tout petit. Donc je me suis dit, allons tester les ERD. Donc j'ai pris mon projet perso, Ghostpeak, qui est un CFP, et je l'ai mis, son modèle de base de données, dans différents ERD. Donc, du coup, j'en ai testé un certain nombre. Et donc à chaque fois, vous voyez le modèle Ghostpeak dans les différents ERD que j'ai testés. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que sur un modèle réel, donc de Ghostpeak, les tables, elles ne font pas 4 colonnes, elles en font plutôt, ça dépend, mais une dizaine, vingtaine, trentaine des fois. Et donc c'est tout de suite vachement moins joli à la représentation. Et puis on voit qu'il y a énormément de liens. En fait, souvent les images qu'on voit, c'est pas trop ce qu'on récupère quand on les utilise. Donc ça vous intéresse, tout le comparatif, j'ai écrit dans un article de blog. Mais ce que j'en retiens, moi, c'est que l'ensemble des ERD que j'ai pu tester affiche l'ensemble des tables et des relations. Ce qui, quand on en a 26, comme le cas de Ghostpeak, est jouable, encore que ce n'est pas toujours évident. Quand il y en a 600, comme dans le cas de Doctolib, c'est vraiment pas jouable. Aussi, ils sont souvent pricés par rapport au nombre de tables qu'on importe, ce qui, du coup, est un peu problématique quand on a 600 tables. Typiquement, un des ERD était pricé à $100 par mois pour plus de 200 tables. Je n'ai pas trop envie de payer $100 par mois. Et enfin, ils n'ont pas de recherche. C'est-à-dire que vu que tout est affiché, tout est accessible, et puis j'imagine qu'ils pensent qu'il y a peu de tables, donc du coup, on peut les retrouver facilement. Quand même, si je devais en retenir deux, je dirais DB Diagram est très pratique pour créer des bases des modèles, parce qu'ils ont un DSL où on peut très facilement tout décrire, au lieu de cliquer à plein d'endroits, ou DrawSQL qui est assez joli au niveau rendu, donc ça peut être pratique pour faire des petits schémas. Mais vraiment, utilisez-les pour des petits schémas, donc c'est-à-dire en dessous de 30 tables, voire 50 si vous êtes motivé, ou pour créer un nouveau schéma from scratch, donc quand on commence à réfléchir à une table, deux tables, trois tables, c'est assez pratique. Bon, finalement, quand on est développeur et qu'on est dans cette situation, on est très fortement incité à se dire j'ai codé mon propre outil pour faire ce que je veux. Sans surprise, c'est ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'aurais envie comme fonctionnalité? Donc, tout d'abord, une recherche globale, c'est-à-dire moi, j'ai un énorme schéma de données, je ne sais pas ce qu'il y a dedans.
Du coup, je veux chercher puis trouver des tables. Donc une recherche sur le nom des tables, le nom des colonnes, les relations, les commentaires SQL, et ainsi de suite. Visualiser uniquement les tables qui m'intéressent, parce que moi, sur les 600 tables de Doctolib, elles ne m'intéressent pas toutes. Je suis en train de développer sur une feature. J'en veux 1, 2, 3, 4, puis leurs relations. Suivre les relations, parce qu'une fois que j'ai trouvé une table, je vais vouloir voir lesquelles sont liées, donc à 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux éventuellement, mais étendre à partir d'un point de départ. Masquer les colonnes inutiles, comme on l'a vu tout à l'heure, et on peut avoir 20, 30, fois 50, 100, voire 400 dans certains cas, colonnes dans une table. Et donc ça pollue énormément le diagramme. Finalement, on n'est pas intéressé, donc voir uniquement les colonnes intéressantes. Et enfin, une fois que j'ai pu faire mon layout, avec les tables qui m'intéressent et les colonnes qui m'intéressent, pouvoir l'enregistrer pour y revenir dessus, et puis en avoir plusieurs, en fonction des use cases, des features, et ainsi de suite que j'utilise. Bon, vu que tout ça, c'était pas assez, je me suis rajouté une contrainte d'avoir une privacy forte, parce que du coup, j'avais pas envie d'uploader le schéma de Doctolib n'importe où. Et puis, vu que j'avais encore trop de chances de succès, je me suis dit, commençons avec un langage que je connais pas. Du coup, je suis parti avec Helm. Je suis hyper content du choix que j'ai fait, mais c'était une contrainte supplémentaire là-dessus. Bon, du coup, je m'y suis mis. Et 2 mois plus tard, j'avais mon premier MVP. Avec, du coup, vous voyez en haut à gauche la recherche, les tables alors là, de GoSpeak, des colonnes cachées, on peut suivre les relations, le sauvegarde de layout. Donc j'avais à peu près toutes mes fonctionnalités de base, et donc j'ai commencé à l'utiliser, et j'étais assez satisfait de l'utilisation. Et j'en ai parlé à mes collègues, et pour le coup, pas mal ont été assez contents de pouvoir y accéder, et notamment des product managers, qui, eux, ne vont pas voir dans le code ou dans la base de données directement. Donc ils avaient enfin accès à ce qu'il y avait en base de données, en tout cas au schéma de base de données. Et même les développeurs étaient c'était vachement plus sympa d'explorer pour eux. Bon, depuis, j'ai continué à travailler, ça c'était il y a 1 an, à travailler dessus. Et donc maintenant, l'application ressemble à ça. Donc finalement, c'est assez proche. Il y a la header qui a changé de couleur, les relations qui sont maintenant avec des courbes. Mais sinon, en fait, beaucoup de choses sont arrivées en plus, mais pas de manière directement visible. Donc si vous voulez avoir une idée de à quoi ça ressemble aujourd'hui Azimut, on peut donc importer son projet, enfin importer son structure SQL, importer le projet. Ensuite, on peut ajouter des tables, voir les relations, donc ça c'est les relations entrantes. Et du coup, ensuite, naviguer dans les différentes tables. Donc ici, on voit. Donc ça, c'est le GoSpeak, donc c'est un truc de CFP, donc les CFP, les proposals, les talks. Ici, on voit qu'il manque une relation sur speaker, donc je peux aller chercher la table qui correspond. Et puis ensuite, du coup, ajouter la relation. Donc depuis speaker vers ID. J'ai pas de relation parce que c'est un tableau d'ID, de manière un peu crade. Donc du coup, on peut pas faire de foreign key en SQL. Ensuite, on peut aussi ajouter des notes maintenant sur les colonnes ou sur les tables, et ces notes sont cherchables directement dans la recherche, ce qui permet d'étendre, déjà de laisser des commentaires pour les autres, et puis surtout permet de trouver un peu plus facilement les choses, parce qu'on n'a pas toujours des commentaires SQL qui sont eux aussi intégrés et cherchables dans la recherche. Donc ensuite, on peut rajouter une nouvelle table et puis masquer les colonnes qui ne nous intéressent pas. Et vous allez voir que les tables vont vachement réduire finalement en masquant les colonnes. Et finalement, le schéma devient vachement plus lisible tout d'un coup avec des tables un peu plus petites. Et enfin, je peux sauvegarder le layout pour garder ce dispositif-là. Ensuite, je peux partir, faire autre chose et puis le remettre si je veux. Donc ça, c'est le use case principal que je vous ai montré. Et depuis la semaine dernière, j'ai une nouvelle feature top qui est de pouvoir modifier le schéma. C'est-à-dire que c'est cool pour importer et explorer son schéma, mais jusqu'à présent, on ne pouvait pas rajouter de nouvelles tables. Et donc aujourd'hui, on peut du coup créer de nouvelles tables, colonnes, relations directement depuis l'outil. Alors c'est fait, comme vous voyez, pas en SQL, mais en Azimut Markup Language. Donc c'est un DSL spécifique que j'ai créé. Le but, c'est qu'il soit hyper simple à apprendre et très, très peu verbeux. Donc, vous voyez ici, on met le nom d'une table, le nom des colonnes. Ça peut mettre des contraintes un peu particulières. Plusieurs personnes l'ont déjà testé, m'ont dit que c'est très simple à apprendre. Donc si jamais ça vous tente de le tester ou si vous avez des feedbacks dessus, je suis hyper preneur. Donc voilà, donc ça c'est les grosses fonctionnalités, on va dire. Il y en a d'autres qui sont assez sympas, le fait de trouver un chemin entre 2 tables. Très souvent, on dit, OK, je veux faire une jointure entre la table customer et les users, par exemple, ou un peu importe. Et on ne sait pas trop par quelle table on pourrait passer. Et donc, du coup, ici, on va faire du coup, une recherche de chemin dans le graphe, tout simplement, et montrer ces dispositions.
Une chose qui m'a vraiment surpris quand j'ai fait ça, c'est le nombre de chemins qu'on trouvait. Parce qu'en fait, on a souvent des gros hubs, par exemple la table user ou account, ou des tables d'audit, souvent qui ont énormément de liens et du coup qui créent énormément de chemins possibles. J'ai aussi rajouté de l'analyse de schéma, parce que c'est pas tout d'avoir une grosse base de données, mais il faut aussi arriver à la faire évoluer et la maintenir cohérente. Et en fait, c'est pas évident quand on a 600 tables. Typiquement, ici, je liste les tables qui n'ont pas de primary key, ou les tables où il manque des relations. Donc ça, je le fais pour l'instant par des conventions de nommage, ou d'autres choses que je prévois de rajouter. Donc si jamais vous avez des idées de code mail ou de database mail, n'hésitez pas à me dire, je pourrais les rajouter ici dans le fait de identifier des problèmes pour aider les gens à améliorer leur base de données. Et puis, vu que je suis un peu geek, j'ai pas pu résister. Tout le schéma, en fait, donc, ce qui est parsé en JSON, est accessible dans la console, donc vous pouvez y accéder, et du coup, le manipuler comme vous voulez avec votre code JavaScript. Donc par exemple, ici, je récupère toutes les tables, puis toutes les colonnes, et puis je calcule la taille. Donc typiquement, pour calculer le nombre de colonnes sur une base de données entière, c'est quand même plus pratique. Et potentiellement, j'ai déjà utilisé pour générer des DSL, par exemple pour Mermaid, qui permet de faire des graphes, ou pour faire la disposition, parce qu'on peut aussi communiquer avec Azimut, donc du coup, lui demander d'afficher une table, de cacher une table, ou ce genre de choses-là. Mais bon, ça, c'est pour les geeks, on va dire. J'ai release le tool en septembre et j'ai eu un très bon accueil, j'étais assez étonné. Donc visiblement, il n'y a pas que moi qui suis embêté par le fait d'explorer les bases de données. Donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à le tester. Puis à me faire votre feedback, je suis hyper preneur de feedback. Dans les fonctionnalités à venir, la grosse chose qui arrive, c'est le fait de pouvoir sauvegarder son schéma et de pouvoir l'uploader et le partager avec ses collègues, parce qu'aujourd'hui, comme je disais, je suis centré sur la privacy, donc tout se passe uniquement dans votre navigateur, donc vous importez le fichier, vous le partez dans votre navigateur, ensuite c'est sauvegardé dans votre local storage, et pour l'instant il n'y a même pas de serveur sur Azimut. Donc bientôt il y en aura un, et puis du coup ça permettra de partager, mais c'est optionnel, ce sera optionnel. Donc si jamais vous vous reconnaissez sur cette image-là, du coup vous savez quoi faire maintenant. Donc l'URL c'est azimut.app et j'ai juste quelques petites précisions où on m'a posé des questions lors des répètes. Donc c'est compatible avec toutes les bases de données. En fait, j'ai un parseur SQL qui est assez souple. Donc du coup, je parse un peu tous les dialectes SQL. Des fois, j'ai des petits ratés, donc n'hésitez pas, je le corrigerai. Mais il n'y a pas de limitation. C'est open source, vous pouvez aller voir, c'est sur Azimut App, Azimut App. Donc tout est open, c'est la branche main qui est directement deploy en prod. C'est 100% gratuit, pour l'instant il n'y a pas de plan payant. La privacy pour l'instant c'est là-dessus, et dans tous les cas ces deux choses resteront, au moins pour la partie exploration. Donc merci à tous, donc n'hésitez pas, si vous avez un feedback sur ce talk, je suis hyper preneur. Donc, vous avez le QR code et vous voyez les choses un peu partout. Merci, et puis si vous avez des questions, c'est le moment.